Bonjour et bienvenue. On a tendance à penser qu'Internet est une seule et même chose, un bloc uniforme. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est le terrain d'une bataille silencieuse, une confrontation entre deux philosophies totalement opposées qui sont en train de dessiner notre futur numérique. En ce moment même, il y a deux systèmes, deux logiques, qui coexistent et s'affrontent. Ces systèmes organisent nos vies en ligne, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et il faut bien le dire, l'un des deux est en train de prendre le dessus. Alors pour vraiment comprendre les enjeux, il faut d'abord bien distinguer ces deux modèles. D'un côté, on a ce qu'on appelle la plateforme. C'est un modèle centralisé, commercial, qui fonctionne un peu de haut en bas, comme une tour de contrôle. Et de l'autre côté, il y a le commun. Là, c'est tout l'inverse. Un réseau décentralisé, collaboratif, où la valeur est créée directement par les participants. Pour bien saisir la différence, on va commencer par le modèle qui, aujourd'hui, domine notre quotidien. On pourrait voir le capitalisme de plateforme comme une sorte d'usine nouvelle génération, une usine numérique. Sauf que cette fois, sur la chaîne de production, il n'y a pas de machine ou de pièces détachées. Non, la matière première, c'est nous. Ce sont nos vies, nos conversations, nos données. Et cette usine, elle est absolument gigantesque. On parle d'une économie qui pèse déjà près de 500 milliards de dollars. Pour se faire une idée, c'est plus que le produit intérieur brut de pas mal de pays. Et ce n'est qu'un début. On estime que d'ici 2025, ça pourrait dépasser les 1000 milliards. La question, c'est comment cette usine produit-elle autant de richesses ? Alors pour ça, il faut comprendre un concept clé, un mot un peu étrange, le prosumeur. C'est la contraction de producteur et consommateur. En gros, à chaque fois qu'on interagit en ligne, qu'on publie une photo, qu'on laisse un commentaire, on n'est pas juste un simple utilisateur. On devient, sans le savoir, un travailleur non rémunéré. On fournit la ressource la plus précieuse qui soit, nos données personnelles. C'est fascinant de voir comment ça marche, cette chaîne de valeur. C'est très simple en fait. D'abord, on vit notre vie. Nos discussions, nos centres d'intérêt, nos déplacements, tout ça génère un flux constant de données. Ensuite, les plateformes aspirent ces données et les organisent. Et enfin, nos expériences de vie, nos émotions, tout ça est transformé en un produit qui peut être vendu. Certains chercheurs appellent ça la subsomption de la vie. Notre existence même est absorbée par la machine économique. Et bien sûr, ça a des conséquences très concrètes sur le monde du travail. Ce modèle économique favorise l'explosion du travail précaire. On pense aux livreurs à vélo, bien sûr, mais aussi aux click workers, ces travailleurs de l'ombre qui effectuent des milliers de micro-tâches en ligne pour quelques centimes. C'est un travail souvent invisible, sans sécurité, sans reconnaissance. Heureusement, il existe une autre voie. Allez, on quitte l'usine pour se tourner vers l'autre modèle. On pourrait le comparer à un immense banquet collaboratif, un buffet numérique. L'idée, c'est que chacun apporte quelque chose et au final, la table est bien plus riche que si une seule personne avait tout préparé. Et attention, ce n'est pas une petite idée marginale ou utopique. Comme le dit très bien le théoricien Yochai Benkler, cette façon de produire, basée sur le partage, est en train de devenir un véritable moteur économique au cœur même de nos sociétés les plus modernes. Et des exemples, en fait, on en connaît tous. Pensez à Wikipédia, une encyclopédie mondiale, plus complète que n'importe quelle autre, construite entièrement par des bénévoles. Ou encore les logiciels libres et open source, comme Linux, qui sont la colonne vertébrale de la majorité d'Internet. Ironiquement, même les grandes plateformes commerciales tournent grâce à eux. On a même des projets scientifiques, comme à la NASA, où des milliers de citoyens aident à analyser des images de la planète Mars. Ce sont des projets d'une échelle folle, qui fonctionnent sans aucune hiérarchie classique. Alors comment c'est possible ? Quel est le secret ? Ça repose sur un principe mathématique qu'on appelle la loi de puissance, et plus précisément sur ce qu'on nomme la longue traîne. L'idée est simple. Au lieu de dépendre d'une poignée de super-experts, ce modèle s'appuie sur des millions de petites contributions. Chacune, prise isolément, peut sembler insignifiante. Mais toutes additionnées, elles créent une valeur collective absolument colossale. On le voit bien, on n'est pas en train de parler de simples choix technologiques. Ce sont deux projets de société, deux visions du monde radicalement différentes qui s'opposent. Alors, pour bien comprendre ce qui est en jeu, mettons-les face à face. Ce tableau résume tout. D'un côté, la motivation, c'est la maximisation du profit. De l'autre, c'est la satisfaction personnelle, les récompenses sociales. Le contrôle, lui, passe de centralisé entre les mains d'un propriétaire à décentralisé entre les participants. Le rôle des gens change aussi. On passe de producteurs non rémunérés à contributeurs volontaires et actifs. Et enfin, le travail passe d'un modèle précaire et invisible à un modèle autonome et autodirigé. Le fossé est immense. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'impact que ça a sur la liberté. Le modèle de la plateforme crée ce qu'on appelle un pouvoir asymétrique. En clair, les propriétaires de la plateforme peuvent influencer ce qu'on voit, ce qu'on pense, comment on interagit. Le modèle du commun, lui, est conçu exactement pour l'inverse. Il cherche à éliminer ces points de contrôle pour augmenter l'autonomie de chacun. Et ça change aussi complètement la nature du débat public. La plateforme a tendance à nous ramener au bon vieux modèle des médias de masse, quelques voix très puissantes qui s'adressent à une audience majoritairement passive. Le commun, à l'opposé, permet l'émergence de ce qu'on appelle une sphère publique en réseau.
Là, énormément de gens peuvent prendre la parole, analyser, critiquer, partager, ce qui rend la conversation collective beaucoup plus riche et dynamique. Tout ça, ça nous amène à une conclusion vraiment importante. L'avenir d'Internet n'est pas écrit d'avance. Ce n'est pas une fatalité technologique qui va s'imposer à nous. Non, c'est une décision de société. La technologie en elle-même est neutre, c'est juste un outil. Tout dépend de la façon dont on s'en sert, des structures sociales et économiques qu'on construit autour. La domination écrasante du modèle de la plateforme n'est pas inévitable. L'avenir dépendra vraiment des projets, des outils et des communautés qu'on choisira collectivement de construire et de soutenir. Au fond, la question est là. Chaque jour, par nos actions en ligne, même les plus banales, on vote en quelque sorte pour l'un de ces deux mondes. Chaque clic, chaque post, chaque partage, c'est une petite brique qu'on ajoute à l'édifice. Alors, quel monde est-on en train de construire tous ensemble, brique après brique ? Et pour finir, on ne peut pas mieux le dire que Yochai Benkler, c'est un choix auquel nous sommes confrontés en tant que société. Ce n'est pas une question pour quelques ingénieurs ou quelques PDG, c'est un choix fondamental qui nous concerne absolument tous. Merci de votre écoute.